Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Haut-Commissaire, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, le bureau du SECOFRA et tous les adhérents au comité d'entente et de coopération franco-africain vous remercient d'avoir répondu à leur appel et d'être venus si nombreux. À ma qualité de vice-président de ce mouvement, je tiens à souligner une fois de plus que l'idée directrice qui a présidé à la constitution du comité fut de grouper tous les hommes de bonne volonté vivant sur le territoire de la République soudanaise, africains et européens, pour coopérer, c'est-à-dire pour travailler ensemble loyalement et sans arrière-pensée. Notre programme consiste en deux mots: entente et coopération. Tout récemment, le président Modibo Keïta a tenu à compléter ce diptyque en ajoutant le mot fraternel. Pour concrétiser et rendre efficace cette entente et cette coopération fraternelle, Monsieur le Président Modibo Keïta nous a expressément demandé d'organiser la réunion d'aujourd'hui pour une importante déclaration qu'il entend prononcer à l'intention plus particulièrement de la population européenne. Après son allocution, Monsieur le Président répondra aux questions que vous voudrez bien lui poser. Je passe la parole à Monsieur le Président Modibo Keïta. Monsieur le Haut-Commissaire, mon général, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu si nombreux à l'appel du SECOFRA, lequel appel a été inspiré par mon désir de prendre contact avec la population métropolitaine pour situer l'évolution actuelle de l'Afrique dans le cadre d'une coopération avec ceux qui avaient la charge de l'amener à cette émancipation. Je tiens tout d'abord à préciser que je serai très direct, aussi bien pour les métropolitains que pour les Africains, car dans les heures difficiles que nous vivons, les uns et les autres, nous avons une part de responsabilité. Et je crois, et j'en ai la conviction, que si les uns et les autres avaient examiné objectivement le problème et également avaient inscrit leur conception de l'évolution des peuples dans le cours de l'histoire, eh bien, je ne crois pas que cette inquiétude à laquelle j'ai fait allusion dans mon communiqué d'il y a une dizaine de jours ne serait pas aujourd'hui évoquée à cette tribune. Je serai également un peu long parce que nous n'avons pas souvent l'occasion de trouver en face de nous un auditoire aussi nombreux d'Africains et de métropolitains. J'ai tenu donc à faire cette petite entrée en matière pour situer nettement le sens et le contenu de mon intervention. Vous savez que la colonisation est un fait de l'histoire. On ne le provoque pas. Il s'inscrit dans le processus normal des relations entre des peuples ayant des civilisations diverses. Et chaque fois qu'un peuple a évolué et a atteint un degré d'évolution tel qu'il a du monde une connaissance qui dépasse, qui déborde du cadre normal de ses limites, et que d'autre part, dans ce désir d'expansion culturelle, il éprouve également le désir de sortir de ses limites économiques normales, eh bien, il jette ses regards vers d'autres horizons. Et si l'on suit l'histoire du monde depuis la préhistoire et jusqu'à notre époque, la colonisation, au départ, n'a eu que cette justification. Évidemment, par la suite, interviennent de nouveaux facteurs. C'est
la nécessité de porter aux pays arriérés ou bien aux pays qui n'ont pas atteint le même niveau de développement politique, économique et culturel, l'aide, l'assistance du pays ou bien de pays ayant une situation politique, économique et sociale en avance sur celle du pays à coloniser. Je n'ai pas besoin de vous citer des exemples. Vous savez que l'Europe elle-même a été le premier pays du monde qui a reçu les premières vagues de peuples relativement plus évolués, et c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il est difficile de trouver une race authentiquement allemande, une race authentiquement française, une race authentiquement suisse. Et vous avez également l'exemple le plus proche de nous des États-Unis, où il est difficile de trouver une race authentiquement américaine. De sorte que le brassage des populations autochtones et de populations relativement plus évoluées que les circonstances ont amené à dominer les premières populations, eh bien c'est ce brassage qui a donné toutes ces races en Europe, aux États-Unis, en Amérique, etc. Et l'Afrique, qui était un continent presque isolé par sa ceinture de montagnes et par ses ports qui n'étaient pas facilement accessibles aux bateaux, est demeurée donc plus longtemps que les autres continents en dehors du courant évolutif auquel je faisais tout à l'heure allusion. Et c'est ainsi que la colonisation de l'Afrique se situe plutôt réellement au XVIIIe et XIXe siècle, tandis que au XIVe et XVe siècle, ce n'était plutôt que de mouvements de navigateurs qui, tout au long de leur périple, découvraient un côté de la vie africaine et ont fini par la suite d'y installer des comptoirs. Pourquoi cette colonisation? Eh bien, je disais tout à l'heure qu'il y avait un besoin d'étendre les limites, qu'elles soient culturelles ou économiques, de son propre pays. C'est ainsi que les pays d'Europe, par besoin économique et par désir d'expansion, se sont installés en Afrique comme commerçants, ont ouvert des comptoirs et de proche en proche en ont fait la conquête. Certains condamnent la colonisation et d'autres au contraire, eh bien, en font les éloges. Quant à moi, je pense que la colonisation a été pour les peuples africains et pour tous les peuples en général un mal nécessaire. Je vais m'expliquer. Nous avons plus près de nous, vers le golfe de Bénin, un pays africain qu'on appelle le Libéria. Et vous savez que vers le milieu du 19e siècle, les États-Unis d'Amérique ont transplanté sur la terre de Libéria des nègres américains qui devaient avoir la vocation normale, eh bien, de coloniser ce pays qui cependant était peuplé de nègres. Mais qu'est-ce qui s'est produit? C'est que les nègres américains sont restés en marge de la population autochtone. Ils ont constitué une véritable colonie de nègres américains qui n'ont pas créé d'interprétation avec les nègres autochtones. C'est ainsi que dans les grandes villes du Libéria, au-delà des 40 premiers kilomètres, il n'y a plus de route, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de dispensaire, et la population autochtone est restée dans son état primitif, et dont l'une des manifestations est l'anthropophagie. Donc, aucun peuple renfermé sur lui-même, sans apport extérieur, ne peut évoluer. C'est une règle générale, aussi valable pour l'Afrique, comme elle a été valable pour les autres continents. C'est la raison pour laquelle je précise que la colonisation est un mal nécessaire. Nous qui sommes ici, moi qui suis à cette tribune, qui m'adresse aujourd'hui à vous, ce que nous avons dans
à la tête de nos ministères, à la tête de certains de nos services, dans les universités, eh bien, ce sont là des fruits de la colonisation. Il faut le reconnaître, je le reconnais en toute bonne foi. Et on ne peut pas dire autant de ces nègres libériens qui sont restés en dehors de l'action civilisatrice des nègres américains. Donc, vous voyez que la colonisation a quand même un bon côté parce qu'elle parvient insensiblement, avec le temps, à tirer de leur état normal des peuples qui se trouvaient à un degré de civilisation relativement moindre. Il est évident que lorsque un peuple vient s'installer dans un autre pays et est amené à le conquérir, c'est évident que se crée un certain nombre de situations. Le peuple à coloniser se défend, il se bat, et le peuple colonisateur également utilise tous les moyens de lutte et de combat dont il dispose pour assujettir le peuple autochtone. C'est ainsi que dans tous les pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, la colonisation s'est opérée. Et si en Afrique, elle a eu un caractère particulier, c'est en raison de la différence des couleurs. Et cela a créé, aussi bien chez le peuple colonisateur que chez le peuple colonisé, un complexe. Chez le noir, il a créé le complexe de la peau. Le nègre, en toutes circonstances, lorsqu'il se trouve en face d'un métropolitain et que celui-ci lui manque, eh bien, il ne place pas le manque d'égard sur le plan des relations entre humains, il le place naturellement et automatiquement sur le plan du complexe du colonisé, il le place sur le plan des relations entre colonisateurs et colonisés. C'est là un complexe dont les Africains doivent, les premiers, se guérir s'ils veulent réellement se placer dans l'état d'esprit, dans la conception d'hommes qui aspirent au même droit et aux mêmes prérogatives que tous les autres hommes, quel que soit leur degré d'évolution et quelle que soit leur couleur. Il y a également un autre complexe, c'est le complexe du blanc. Le blanc, lorsqu'il est venu en Afrique, c'est évident, a trouvé ses populations à un degré d'évolution assez bas. Dans certaines régions d'Afrique, il y avait l'anthropophagie. Dans d'autres régions, jusqu'ici, des populations marchent nues. Et les moyens de travail, les moyens de déplacement étaient encore rudimentaires. Et je vous ai expliqué pourquoi l'Afrique s'était trouvée à l'écart de l'évolution générale qu'on a constatée en Europe et en Amérique. De telle sorte que le blanc, par le fait qu'il a trouvé des populations africaines à un niveau d'évolution qui, comparé au sien, est très bas, arrive quelquefois difficilement à accepter que cet Africain, en tant qu'homme, soit son égal. Et c'est là également un complexe dont il faudrait que certains métropolitains puissent se guérir. Et le meilleur moyen, à mon avis, pour éviter toute difficulté, ce n'est pas de rappeler à ces populations l'état primitif dans lequel elles se trouvaient. Quand vous avez rendu service à quelqu'un et que chaque fois vous lui rappelez ce service, la reconnaissance normale qu'il doit avoir à votre égard peut se transformer petit à petit en un sentiment contraire. Et c'est ce qu'il faudrait. C'est ce qu'il faudrait, à mon avis, éviter. Et si par hasard il arrive que certains métropolitains se trouvent en difficulté avec certains Africains, il serait souhaitable qu'eux aussi ne placent pas leur rapport sur le plan de rapport colonisateur et peuple colonisé. Et je crois que si chacun d'entre nous comprenait ainsi nos rapports, et si chacun comprenait que les hommes, qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient noirs, ont le même sang, ont le même cerveau, ont les mêmes capacités d'assimilation, et que seules ce sont les conditions dans lesquelles ils se trouvent placés qui favorisent les uns au détriment des autres, et je crois qu'ainsi nous arriverons à résoudre bien des problèmes. Et l'histoire nous offre beaucoup d'exemples.
Vous avez par exemple des nègres américains, Carver, qui dans le domaine de la chimie s'étaient rendus universellement réputés dans le monde de la médecine. Et si nous prenons un domaine, le domaine de la musique, qui est à mon avis la meilleure expression de la pensée humaine, de la pensée de l'homme, eh bien, à l'heure actuelle, même les peuples qui avaient un degré d'évolution plus avancé que celui des nègres, aujourd'hui, la musique de ces pays tend à être influencée par la musique négro-africaine. Ceci par conséquent pour dire qu'il n'y a pas de peuple supérieur et de peuple inférieur, qu'il y a uniquement des intelligences qui ont été placées les unes dans de meilleures conditions, leur permettant de se développer, d'assimiler pour paraître des intelligences supérieures, et d'autres qui n'ont pas eu cette faveur, qui sont donc demeurés sur un terrain vierge, ou bien même quelquefois sur un terrain stérile. Je vais prendre un exemple terre à terre. Deux cultivateurs, l'un qui sème son mil sur un terrain humide, et l'autre qui sème son mil sur du granit, sur un terrain sec. Il est évident que les graines déposées sur le terrain sec, sur le granit, ne germeront jamais. Mais la graine qui a été déposée dans un terrain humide, fertile, va germer et donner une belle plante. Eh bien, cet exemple doit guider aussi bien les Africains que les métropolitains pour que les uns et les autres n'aient à souffrir ou bien à se prévaloir d'un complexe quelconque. Ayant donc situé les relations normales qui doivent exister entre peuples colonisateurs et peuples colonisés, j'en viens maintenant à l'époque actuelle qui est celle que nous vivons depuis le référendum. Je dois confirmer à nouveau que la chance de la France, ça a été en mai 58 d'avoir eu à sa tête un homme, le général de Gaulle. Je le dis d'autant plus que depuis 1953, j'ai été mêlé à la vie politique française et même à l'action de certains gouvernements. En France, la situation était catastrophique. Le peuple n'avait plus confiance. Il n'avait plus confiance en ses députés, en ses élus. Il n'avait plus confiance en ses gouvernements parce que les crises ministérielles provoquaient une cascade de renouvellement de gouvernement. De telle sorte qu'un ministre mis en place n'avait pas le temps de connaître son ministère, de concevoir et d'appliquer ses idées, alors qu'une crise ministérielle intervenait pour mettre en place une nouvelle équipe. C'est ainsi que la France était plutôt gouvernée par les services que par les ministres. Et si le général de Gaulle n'était pas arrivé au pouvoir, eh bien, il fallait s'attendre à une guerre civile. Et je le dis parce que les heures que nous avons connues en France, à Paris, à cette époque, étaient des heures vraiment dramatiques. Parce que vous aviez certains députés, certains ministres, eh bien, qui avaient abandonné leur logis. Et d'autre part, on n'avait plus la certitude d'être en sécurité. Et je dois vous assurer que l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir a redonné confiance au peuple français et a permis également, sur le plan international, eh bien, de remettre la France à la place qui a toujours été la sienne, c'est-à-dire le pays qui, dans les heures graves, a su chaque fois apporter la parole nécessaire pour amener un apaisement général. Par conséquent, lorsque le général de Gaulle, qui en Afrique également jouit d'une grande réputation, d'un prestige incontestable, en raison de l'attitude qu'il a adoptée le 18 juin, lorsque la France
avait été envahie par les troupes allemandes et qu'elle avait été obligée de signer l'armistice. Nous, Africains, surtout Africains du Soudan, qui avons un passé historique, un passé de lutte, eh bien, des actes semblables à celui du général de Gaulle, eh bien, nous touchent et nous frappent. Et c'est la raison pour laquelle, en Afrique, le général de Gaulle, qui a dit non à l'envahisseur, jouit d'un prestige incontestable. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a lancé l'idée du référendum, et lorsque, dans la Constitution de mai 58, il a précisé que les peuples africains avaient le droit de s'associer à la France, avaient le droit de s'associer à la France dans le cadre d'une communauté, ou bien de choisir une autre voie, la voie de la séparation d'avec la France, eh bien, nous, Africains, nous avons opté pour la communauté parce que nous estimions que cette communauté nous offrait un cadre favorable à notre évolution avant que nous puissions aspirer à la jouissance de notre pleine souveraineté. Et si nous avons fait confiance au général de Gaulle et avons voté oui, c'est que dans le cadre de la Constitution, il était prévu que les États africains qui auraient opté pour la communauté pouvaient se grouper en fédération primaire et adhérer à la communauté. Et que d'autre part, à tout moment, leur était offerte la possibilité de prendre toute leur liberté, de prendre leur indépendance, étant bien entendu que cela n'excluait pas la possibilité d'accord d'association avec la République française. Par conséquent, nous pouvons dire qu'à partir de mai 58, entre la France et ses anciennes colonies, il n'y avait plus de problème politique réel à poser. Parce que le problème politique se définit dans la nature des relations. Or, ces relations ont été précisées. Communauté, possibilité de se regrouper, possibilité de sortir, chaque fois qu'on en a l'intention et la volonté. C'est ainsi que malgré la position de certains de nos frères qui ne comprenaient pas les raisons pour lesquelles notre parti avait opté pour le oui, nous avons mené campagne pour le oui, mais en utilisant comme argument principal la construction après le référendum des fédérations primaires d'AOF et d'AIF. Pourquoi, depuis le référendum, nous parlons d'unité africaine? Dans notre esprit, il ne s'agit pas d'une unité africaine partant de l'Afrique du Nord jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Ce serait de l'utopie, ce serait une folle illusion, parce que l'Europe n'étant pas parvenue à faire son unité, ce n'est pas en Afrique où il y a d'abord des populations blanches et des populations noires, et où d'autre part il y a des nègres d'expression française, des nègres d'expression anglaise, d'expression italienne, d'expression belge, que nous arriverons à réaliser sur ce vaste continent une véritable unité. Pour nous, lorsque nous parlons d'unité africaine, il s'agit de l'unité de l'ancienne AOF et de l'unité de l'ancienne AF. L'AOF, ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est le régime colonial qui l'a créé pour d'abord faciliter l'administration et ensuite parce que cela constituait un ensemble économique dont il ne fallait pas ignorer la vitalité. Et effet de la création de l'AOF, c'est qu'au niveau de cette fédération, s'est créée une conscience africaine. C'est ainsi, sauf pour quelques cas isolés dans certains territoires, que le Sénégalais se trouvait à l'aise au Soudan, que le Soudanais était à l'aise au Togo, que l'Ivoirien était à l'aise en Guinée, et que le lien entre ces divers territoires, ces diverses ethnies, c'était le français. Par conséquent, la langue française a été le lien, a été l'élément, le facteur de la création de cette conscience africaine.
Et je disais tout à l'heure qu'il fallait que nous situions notre action dans le cours de l'histoire. Dès l'instant qu'il y a un lien, qu'il y a un facteur qui unit diverses populations qui ne se seraient pas comprises sans ce lien, on ne peut pas à ce moment créer des difficultés quelconques à ces populations. Lorsqu'elles veulent maintenir ce lien, lorsqu'elles veulent renforcer cette conscience qui a été créée par l'existence du facteur langue. Si nous prenons le cas du Soudan, moi qui suis le secrétaire général de mon parti et en même temps le chef du gouvernement, dans certaines régions du Soudan, je suis obligé de me servir d'interprète. Mais, qu'est-ce que je parle de Sikasso à Taoudeni et de Kai à Ansongo pour me faire comprendre de mes interprètes, c'est la langue française. Par conséquent, sur le plan même de nos territoires, la langue française a été un facteur d'unification. À plus forte raison sur le plan de la fédération d'Aouef, où déjà avant l'occupation coloniale, eh bien, entre les divers pays, entre les diverses régions, c'était des luttes intestines. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à maintenir cette entité qui a été créée, à maintenir cette unité qui a été créée et qu'on a appelée la fédération d'Aouef et d'Aïef. Malheureusement, nous n'avons pas été compris parce qu'on a placé notre volonté d'unité dans le sens d'une volonté de sécession, de séparation d'avec la France. Pourquoi nous voulions également cette unité? Je vous disais que nous devons placer notre action dans le cours de l'histoire. Tous les peuples, quels qu'ils soient, lorsqu'ils ont été colonisés, leur aspiration, avec la montée des cadres, avec l'élévation de son niveau de vie et de son niveau culturel et social, c'est d'aspirer à sa pleine souveraineté, c'est d'aspirer à la jouissance de toutes ses prérogatives en tant qu'entité nationale. C'est un fait contre lequel aucune mesure ne peut intervenir pour arrêter cet essor. Donc c'est une situation que Africains et métropolitains doivent accepter. Si on ne l'acceptait pas, eh bien, se produiraient des incidents, des événements regrettables que nous avons connus sous d'autres latitudes. Et je crois qu'entre des peuples qui sont arrivés à créer un lien commun, la culture, à créer également un autre lien commun, la civilisation, tout au moins le sens général de la civilisation. Et si ces peuples se placent dans le cours de l'histoire et conçoivent que le peuple colonisateur, qui a été lui-même l'instrument d'évolution du peuple colonisé, il est évident qu'un jour ce peuple colonisé arrivé à sa majorité entend de jouir de cette majorité et entend de se gouverner lui-même. Et d'où vient l'écueil? L'écueil vient du fait que quelquefois certains ressortissants du peuple colonisé ne comprennent pas ainsi l'évolution du peuple colonisateur, ne comprennent pas ainsi l'évolution du peuple colonisé. Et c'est la raison pour laquelle je disais que ceux qui le conçoivent ainsi, eh bien, ne suivent pas le cours de l'histoire. Aucun peuple ne peut demeurer éternellement colonisé. On ne voit aucun exemple dans l'histoire. Et vous avez des faits récents, c'est celui du Congo belge, où les populations africaines n'avaient pas accès à l'enseignement supérieur. Elles n'avaient accès qu'à l'enseignement primaire. Mais à l'heure actuelle, le Congo belge est l'un des pays les plus agités d'Afrique. Et si l'Afrique noire d'expression française n'a pas connu les mêmes perturbations, c'est que la colonisation française, qui avait une orientation assimilationniste, a tenu à former des cadres africains et a quelquefois tenu compte de cette volonté d'émancipation des populations africaines. Et je ne crois pas qu'au moment justement où à travers le monde souffle ce courant d'indépendance, qu'en Afrique d'expression française puisse s'inaugurer des méthodes ou des pensées qui risquent de compromettre la grande harmonie qui doit exister entre Français et Africains. Je disais que si nous avons voulu de cette unité, c'est que nous avons constaté que des petits pays d'Amérique latine
des petits pays arabes du Proche-Orient, qui avaient donc la possibilité de faire leur union lorsqu'ils étaient sous domination portugaise ou bien sous domination anglaise, ont attendu d'avoir leur souveraineté nationale pour essayer de faire leur unité. Ils n'y sont jamais parvenus. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'Amérique latine, les pays arabes du Proche-Orient sont des foyers permanents d'agitation, de révolution. C'est cela que nous avons voulu éviter à nos pays. Si le Soudan devait demeurer comme tel, la Guinée comme telle, la Côte d'Ivoire, eh bien nous verrions les problèmes qu'en raison des intérêts strictement soudanais, strictement sénégalais, strictement ivoiriens. Et il peut arriver quelquefois que les intérêts du Soudan soient en contradiction avec ceux du Sénégal, ou en contradiction avec ceux de la Haute-Volta, ou en contradiction avec ceux de la Côte d'Ivoire. Et si chacun tient à le résoudre dans le cadre de ses limites territoriales, il est incontestable qu'il y aura des incidents, pour ne pas dire davantage. Mais au contraire, si nous arrivons à nous regrouper, eh bien, dans le cadre de cette unité, dans le cadre de ce regroupement, nous arriverons petit à petit à résorber les contradictions internes plutôt, qui peuvent exister entre nos États. Nous avons l'exemple sur le plan de nos propres États. Nous savons par exemple que l'intérêt des acheteurs n'est pas nécessairement celui du paysan, que l'intérêt de l'acheteur, de celui qui achète, n'est pas nécessairement l'intérêt de celui qui vend. Celui qui vend cherche à avoir le maximum de bénéfices et celui qui achète cherche à acheter au meilleur prix. Mais si l'un et l'autre placent leur action dans le contexte général des intérêts du pays, eh bien l'arbitre, qui est quelquefois le gouvernement, arrive à harmoniser les deux conceptions d'intérêt et à arriver à un juste milieu qui donne satisfaction dans une certaine mesure aux uns et aux autres. C'est donc compte tenu de cette réalité que nous avons voulu maintenir l'unité africaine. Et c'est ainsi qu'à Bamako, en décembre, à Dakar en janvier, a eu lieu la conférence qui a donné naissance à la Fédération du Mali. À l'origine, le Mali était composé de 4 États: Sénégal, Soudan, Haute-Volta et Dahomey. Je vous disais tout à l'heure que notre idée d'unité africaine avait été très mal comprise par certains qui ne pouvaient pas concevoir une évolution normale des relations entre peuples colonisateurs et peuples colonisés. C'est ainsi qu'il y a eu des interventions d'éléments africains et d'éléments métropolitains venant de métropoles, aussi bien en Haute-Volta qu'au Dahomey. Et c'est ainsi que la Haute-Volta, qui avait ratifié la constitution de la Fédération du Mali et qui, par conséquent, juridiquement est encore partie intégrante du Mali, a été amenée par suite de certaines circonstances à voter une constitution qui, en fait, provoquait son retrait. Quant au Dahomey, il n'a jamais ratifié la constitution du Mali. Par conséquent, ces interventions inopportunes ont désagréablement choqué les Africains qui voyaient dans le Mali le premier jalon vers la réalisation de cette unité que le régime colonial avait créée en 1895. C'est ainsi que nos élections au Soudan et au Sénégal se sont déroulées dans une certaine passion. Et le fait, à mon avis, n'aurait pas été aussi grave s'il n'y avait pas eu, outre ces premières interventions contre la Fédération du Mali, des interventions lors des élections, et plus particulièrement au Sénégal. Et c'est ainsi que les Africains n'ont pas compris que dans le cadre de l'autonomie, on essaye encore d'intervenir de Paris dans nos compétitions électorales.
Or, il y a un fait, une réalité dont il faut tenir compte. Lorsqu'il y a des antagonismes et qu'une force intervienne en faveur d'un des antagonistes, l'autre antagoniste place dans l'antagonisme qu'il ressent contre celui qu'il a en face de lui, aussi bien cet individu que celui qui lui apporte son aide. Et c'est ce que j'ai expliqué à Paris à certains métropolitains, en leur disant qu'ils travaillent justement contre l'influence française. Parce que dans l'action que l'opposition exerce contre le pouvoir qui est en place, il assimile à ce pouvoir l'influence française. Et dans son opposition, il y a l'opposition contre son gouvernement ou bien contre le parti majoritaire ou contre le parti qui est au pouvoir et en même temps la France. Et que si l'on devait continuer dans cette voie, eh bien on assisterait progressivement à la dégradation de l'influence française dans nos pays, à la dégradation des bonnes relations qui doivent exister entre Français et Africains. Et je crois que bien de métropolitains ont été à Paris sensibles à cet argument, comme j'aurai l'occasion de vous en donner les détails. C'est ce qui explique en partie, eh bien, l'ambiance difficile, lourde, dans laquelle nous avons vécu à la veille des élections, pendant les élections et même après les élections. Il y a également une règle dont il faut tenir compte, c'est que toute réaction en appelle une autre. Lorsqu'il y a eu la réaction contre le Mali, et que pour nous cette réaction était la liquidation du Mali, il y a eu immédiatement la réaction des Africains, et c'est ce qui a créé à travers le Soudan et à travers le Sénégal cette mystique du Mali. De telle sorte que la mystique du Mali, la mystique de l'unité, n'aurait pas connu la même ampleur, la même force, la même violence s'il n'y avait pas eu des réactions contre la naissance du Mali. De telle sorte que ceux qui, en réagissant contre cette naissance du Mali, qui le faisaient avec l'idée, eh bien, de retarder au maximum l'émancipation complète du Mali et des États qui le composent, ont été au contraire dans leur action des instruments d'accélération de cette évolution. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait que nous acceptions tous, Africains et métropolitains, que la colonisation est un mal nécessaire, mais également que c'est une étape dans l'évolution des peuples. C'est ainsi par conséquent, aussi bien sur le plan du Mali que sur le plan métropole, des positions rigides ont été prises. Et lorsqu'à Paris a été posé au Conseil exécutif le problème de la représentation du Mali, eh bien, nos propres frères, chefs de gouvernement d'État africains, ont été les premiers à réagir contre cette représentation. Et actuellement, nous assistons à des expulsions de Soudanais ou de Sénégalais du Niger ou de la Haute-Volta ou de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que si nous n'étions pas dans le cadre de la communauté, si nous étions tous des pays indépendants, vous croyez que nous aurions impunément accepté ces expulsions? Nous aurions réagi et à ce moment, l'Afrique aurait connu, eh bien, la même situation de trouble et de confusion des pays d'Amérique latine et des pays du Proche-Orient. Et c'est justement pour éviter cela, pour empêcher que les particularismes locaux ne se cristallisent, pour que demain, lorsque ces pays, dans l'amitié avec la France, auront recouvré leur pleine souveraineté, que nous n'ayons pas à déplorer de tels problèmes et à envisager des mesures qui compromettraient la vie politique et le calme relatif qui doit exister dans ces divers pays.
Par conséquent, la non-reconnaissance du Mali sur le plan métropole a provoqué une réaction légitime. Et le général de Gaulle, avec sa grande largesse de vue des problèmes et surtout sa tendance à résoudre les problèmes lorsqu'ils se présentent et à ne jamais accepter de s'emprisonner dans un texte quelconque, a tenu à nous recevoir à Paris. Il nous a reçus. Nous avons eu à discuter de la représentation du Mali. Vous savez dans quelles conditions elle a été résolue. Mais c'est lui-même qui a tenu à ce qu'ensemble, nous ouvrions un large débat sur l'avenir de l'Afrique et sur l'évolution future des peuples africains. À ce moment, je lui ai demandé quelles seraient les relations entre la France, le Togo et le Cameroun lorsqu'en 1960, ces deux pays, sur la demande du représentant français à l'ONU, deviendraient indépendants. Il m'a répondu que si ces deux pays étaient d'accord pour s'associer avec la France, eh bien la France, au contraire, n'y verrait que des avantages pour elle et pour ces deux pays. À ce moment, je lui ai dit, eh bien, cela en 1960, au sein de la communauté, va poser incontestablement un problème, parce que le Togo et le Cameroun, sur aucun plan politique, économique, social et culturel, ne sont pas plus évolués que certains territoires d'Afrique occidentale. Et lui-même a reconnu que la communauté doit être une organisation vivante qui évolue avec les peuples et qu'en 1960, l'évolution du Togo et du Cameroun au sein de la communauté va poser un problème qu'il faudra à ce moment nécessairement résoudre. C'est ce langage que nous avons tenu à tous nos partenaires à Paris, qu'ils soient des milieux politiques, des milieux gouvernementaux ou bien des milieux privés. Pourquoi ce langage de vérité? Je sais, et cela évidemment chatouille la fierté des Français, je sais que nous avons certains frères africains qui disent que la communauté, c'est l'étape finale des peuples africains. Eh bien, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une réalité. Et les événements, hélas, vont tôt ou tard infirmer cette déclaration. Et nous, au lieu de tromper l'opinion française, pour lui dire, nous demeurerons éternellement État autonome dans le cadre de la communauté. Nous renonçons d'une manière définitive à notre personnalité sur le plan international. Nous préférons lui dire le langage de la vérité. Ce langage est ceci, c'est que l'autonomie, c'est une étape pour nous. Nous voulons, nous aussi, avoir notre personnalité, mais nous entendons l'avoir dans l'amitié avec la France, dans une association avec la France. Ceci va m'amener à donner quelques précisions. Le fondement de la communauté se résume en deux principes, la solidarité et l'égalité. Solidarité, certains disent, les Africains parlent d'indépendance et cependant ils demandent à la France de les aider. Mais en aidant les peuples d'expression française, la France s'aide elle-même. Pourquoi elle s'aide elle-même? À l'heure actuelle, les pays d'Europe, quels qu'ils soient, réduits à leurs limites territoriales, sans l'expansion de leur influence à d'autres zones, ne peuvent pas être de grands pays. Et la France, qui a joué dans le passé et qui continue à jouer dans le monde un rôle de premier plan dans l'harmonisation des relations entre les divers pays, doit et peut jouer un rôle important
si on accepte que la colonisation, quelle qu'elle soit, les avantages qu'elle procure au peuple colonisé, ne peut être qu'une étape. Lorsque la France injecte des capitaux en Afrique, que ce soit des capitaux privés ou des capitaux publics, eh bien, cela, sur le plan économique français, constitue une espèce de poumon, c'est-à-dire une possibilité d'extension de zones d'action économique, de zones d'influence. Cela amène donc une fructification des capitaux français, et cette fructification de ces capitaux élève le niveau économique des populations autochtones. Et lorsqu'on crée des écoles, des dispensaires, et lorsqu'on multiplie les services, ces services au départ sont tenus obligatoirement par des métropolitains. Et lorsque, d'autre part, sur le plan international, interviennent des difficultés qui nous amènent par conséquent, par exemple, à des conflits, tous les pays avec lesquels la France est associée, nécessairement, lui apporteront leur appui en hommes et en moyens. Et je crois plutôt, c'est sur ces plans élevés qu'on doit concevoir l'aide que la France apporte aux pays africains d'expression française. Il y a également un autre domaine, c'est que sur le plan même, sur le plan international, il est arrivé des fois que la France, sur certains problèmes, soit mise en minorité ou qu'elle soit obligée de se retirer. Parce que tous ces petits pays d'Amérique latine, dont certains sur le plan économique et même politique ne sont pas plus évolués que des pays d'Afrique, qui sont par conséquent des satellites des États-Unis ou bien des pays du Proche-Orient, où dans certains jusqu'ici l'esclavage est pratiqué, eh bien, la plupart du temps, la France se trouve condamnée par le vote de ces petits pays d'Amérique latine et de ces pays du Proche-Orient. Mais si à côté d'elle, elle avait ces anciennes colonies qui étaient également souverains, qui sont demeurés ses amis, parce que cette souveraineté s'est réalisée dans l'amitié, eh bien, la France n'aurait pas été souvent mise en minorité sur certains problèmes essentiels. Je crois également qu'il faut voir le problème de nos relations sur le plan diplomatique. Et je viens de vous donner un exemple. Et c'est pourquoi nous avons eu la satisfaction de constater qu'à l'heure actuelle, sur le plan français, sur le plan de la métropole, certains Français sont étonnés lorsqu'on leur parle d'indépendance. Pour eux, les pays, les États africains sont indépendants. Donc pour eux, ça ne pose pas de problème. Et si ça pose un problème, c'est peut-être ici. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu que ce soir ait lieu cette rencontre. Je disais que nous puisons notre argument dans la nécessité pour nous d'avoir notre personnalité, parce que dans le cadre de la Constitution, la communauté repose sur la solidarité et également sur l'égalité. Si nous prenons le mot égalité dans son sens le plus absolu, cela veut dire que 1 égale 1. Et que cela veut dire dans le cadre de la communauté, le Soudan égale la France, la Mauritanie égale la France. Mais pratiquement, est-ce que l'on peut dire que 400 000 habitants égale 40 millions? Est-ce que l'on peut dire 4 millions d'habitants égale 40 millions? On ne peut pas le dire. De sorte que cette égalité juridique est démentie par des inégalités que nous devons nécessairement reconnaître. Or, si nous voulons rester dans le cadre absolu du juridisme, nous dirons que la France égale le Soudan, égale la Mauritanie, égale le Gabon, égale le Tchad, égale le Moyen-Congo. Et que dans le cadre de la communauté, puisque nous sommes tous des États autonomes, eh bien les instances de la communauté
doivent coiffer l'ensemble des instances des États membres de la communauté. Et qu'ainsi, l'armée doit être l'armée de la communauté et non plus l'armée française. La diplomatie de la communauté et non plus la diplomatie française. La monnaie de la communauté et non plus la monnaie française. Or, actuellement, l'opinion française n'est pas mûre pour un tel abandon. La France n'acceptera jamais, tout au moins si elle devait l'accepter, elle l'accepterait très difficilement, que sur le plan international, elle disparaisse au profit de la communauté. C'est ce qui fait que certaines décisions de la communauté sont arrivées à des interprétations de la Constitution et à créer deux entités, et l'on voudrait que les deux entités en fassent une. C'est-à-dire, sur le plan de la diplomatie, on dit que la diplomatie, c'est la diplomatie de la République française et de la communauté. Or, ça fait donc deux entités, d'une part la République française, d'autre part la communauté. Or, au terme de la Constitution, la République française fait partie de la communauté. Pour la nationalité, on dit que la nationalité est une, c'est la nationalité de la République française et de la communauté. Or, quelle est la nationalité de la République française? C'est la nationalité française. Ce qui veut dire par déduction que la nationalité de la communauté, c'est la nationalité française. Par conséquent, vous voyez une partie d'un tout qui donne sa personnalité, qui prête ses prérogatives à l'ensemble. Cela se conçoit du côté français. Et cela, le bon sens normal peut le concevoir, mais à ce moment, puisqu'il n'est pas possible pour la France de perdre sa personnalité au profit de la communauté, il est concevable également que les États autonomes d'Afrique, ou tout au moins certains États autonomes d'Afrique, n'acceptent pas eux aussi de perdre indéfiniment leur personnalité. C'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, au sein de la communauté se pose un problème, et je crois que le général de Gaulle, avec son esprit empirique et large, arrivera à faire admettre les solutions que commandent le bon sens et l'histoire. Je tiens donc à vous dire que pour nous du Soudan, pour nous du Mali, qu'est-ce que nous voulons? Eh bien, nous voulons l'affirmation de notre personnalité. Nous voulons que sur le plan international, s'il existe la République française, qu'il existe également la Fédération du Mali. Voilà ce que nous voulons. Et cette affirmation de la personnalité s'inscrit dans un mot qui effraie certains, mais qui n'effraie plus parce que de plus en plus les gens s'y habituent, parce qu'ils savent que c'est l'étape obligatoire de tous les peuples colonisés. Cette évolution s'inscrit dans un mot qu'on appelle le mot indépendance. Or, l'indépendance en elle-même n'est pas une mauvaise chose. L'indépendance ne signifie pas nécessairement la rupture d'avec le pays colonisateur. C'est la France elle-même qui a offert l'indépendance au Togo, qui l'a offerte au Cameroun. Est-ce que cela veut dire que pour autant le Togo et le Cameroun vont rompre avec la France? Non. Et nous également, si nous avons tenu à cette rencontre, c'est pour vous affirmer notre volonté d'association avec la France. Parce que je ne pense pas qu'il soit possible de rompre définitivement des liens qui ont été, il faut le reconnaître, construits quelquefois sur la violence, mais qui, au long des années, se sont transformés en liens de fraternité. Je vais vous citer quelques exemples. Nous sommes certains. Nous avons eu toutes les justifications d'être de véritables anti-français.
Je vais vous citer mon cas précis. Depuis 1945, je fais la politique. Pour cela, j'ai fait de la prison sans aucune justification. Et ce qui m'a frappé, c'est que lorsque des Français d'ici ont été les agents de cet emprisonnement, dans ma cellule, j'ai connu des condamnés de droit commun, dont certains avaient fait 25 fois la prison et qui ont été si émus de mon sort parce que c'était en plein hiver, qu'immédiatement, ils se sont tous défaits d'une couverture pour me les passer. Ce geste d'homme réprouvé par conséquent par la société, ce geste est l'expression, eh bien, de la véritable âme française. Et lorsque nous pensons à de tels actes, nous sommes obligés de mettre sur le compte d'accidents passagers les difficultés que nous avons connues, et je ne crois pas que les uns et les autres nous ayons le droit de condamner un passé dont nous sommes le fruit et de compromettre un avenir qui peut être un avenir de paix et d'amitié entre nos deux peuples. Et je crois que pour en arriver là, il faudrait que nous nous disions le langage de la vérité. Que nous ne cherchions pas, nous Africains, à tromper les métropolitains et que les métropolitains n'accordent pas à certains de nos propos ou à certaines de nos attitudes qui sont la conséquence d'une réaction, eh bien, un contenu qu'ils n'ont pas. Certains disent qu'ils sont inquiets, qu'ils ne savent pas ce qui va se passer, et certains emploient même le mot chasser. Non. Chez nous, on emploie un proverbe. Avant de jeter son vieux pantalon, il faut s'assurer si le neuf vous ira mieux. Donc, avant de songer à relayer l'association, l'amitié avec la France par une autre association, par une autre amitié, il faudrait d'abord que nous sachions si les nouveaux amis se comporteront mieux à notre égard que ceux que nous avons connus et qui ont fait de nous ce que nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à vous dire qu'il n'est pas dans les intentions des Africains, eh bien, de rompre avec vous. Mais ce que nous voulons, c'est que cette coexistence des deux éléments par la couleur, mais qui par la pensée n'en font qu'un, que cette coexistence se fasse dans la compréhension mutuelle des problèmes qui se posent aux uns et aux autres. Et pour se comprendre, que faut-il? Il ne faudrait pas que chacun vive dans sa sphère, que les métropolitains vivent à part, qu'ils ne prennent part à aucune de nos manifestations et que les Africains eux-mêmes restent isolés des métropolitains. Pour se comprendre, il faut se rapprocher. Et si on ne se rapproche pas, eh bien, on nourrit des préventions les uns contre les autres. Les Africains ont le sentiment que, quoi que disent les métropolitains, ils veulent continuer à les gruger. Et les métropolitains se disent, eh bien, les Africains montent des coups, ils veulent peut-être nous chasser. Mais alors, au lieu que nous vivions les uns et les autres sur nos préventions, pourquoi ne pas instaurer le langage direct? Pourquoi ne pas instaurer le dialogue? Qu'on discute, même si on n'est pas d'accord, mais qu'on discute, et je suis convaincu qu'on arrivera toujours à se comprendre. Parce qu'il faudrait simplement que de part et d'autre, il y ait de la bonne foi et surtout la volonté d'arriver à un accord. Voilà, mesdames et messieurs, le langage que j'ai tenu à vous dire pour que vous compreniez qu'il n'est pas dans les intentions du Soudan
dans les intentions du Mali, quel que soit le degré d'évolution auquel ils parviendront, eh bien, à rompre avec la France, à rompre avec les Français, parce que nous ne gagnerons pas à cette rupture. Nous avons à nos frontières un exemple, c'est celui de la Guinée. Le départ de la Guinée, eh bien, Africains et métropolitains en portent la responsabilité. Sékou Touré aurait voté oui. Il serait entré dans la communauté s'il avait la conviction qu'après le référendum, nous arriverions à faire la fédération d'Awef. Que 15 jours avant le référendum, à Ouagadougou, il nous a dépêché ceux qui étaient les plus exaltés. Le président de l'Assemblée, son propre frère, ministre des Travaux publics, et un autre ministre pour nous demander de provoquer une réunion au sein du RDA pour lui imposer le vote qui sera décidé par le parti et surtout lui donner la preuve qu'après le référendum, nous maintiendrions